Nous vivons une époque de bascule, une crise de fin de cycle où les repères vacillent, inflation persistante, dette publique abyssale, disparition programmée du cash, tension sociale croissante. L'or revient, le cash s'efface, les monnaies numériques des banques centrales s'imposent, le réel se tokenise. Mais rien de tout cela n'est neutre. Derrière ces choix, il ne s'agit pas seulement de technologie ou de sécurité financière. Chaque option porte une vision du monde, un rapport au pouvoir, à la liberté, à la confiance. Ce n'est pas seulement une question de préserver ce qui existe, mais de réfléchir à ce que nous voulons bâtir pour la suite. Bienvenue dans Bloc à Bloc. Ici, on ne suit pas les tendances, on les déconstruit. Entre géopolitique, philosophie, technologie émergente et finance critique, ce podcast vous propose une lecture rigoureuse du monde qui vient. Pas de spéculation, pas de pensée toute faite, juste une pensée vivante, exigeante, lucide. Je suis Jonathan et je vous partage en temps réel mon propre cheminement. Le futur est en question. Allons voir bloc à bloc ce qu'il nous raconte. Avant les années 70, les banques centrales jouaient un autre rôle. Elles soutenaient l'économie réelle, l'emploi, la production, la stabilité sociale. Mais avec le tournant des années 70 et surtout la fin de l'étalon or, tout a changé. Les banques centrales sont devenues indépendantes des gouvernements, avec une priorité claire: stabiliser les prix et contrôler l'inflation. C'était une réponse à une époque marquée par des hausses de prix incontrôlées. Mais ce recentrage a eu un effet collatéral. Il a peu à peu coupé la finance de l'économie réelle. Depuis, les taux d'intérêt n'ont cessé de baisser. Le crédit est devenu facile, presque gratuit. Mais au lieu de financer l'innovation ou l'industrie, cet argent a surtout gonflé les marchés financiers. Les bulles spéculatives se multiplient. Le système favorise ceux qui prennent des risques à court terme et punit ceux qui épargnent de façon prudente et réfléchie. L'épargnant, lui, voit son argent fondre lentement, pas parce qu'il le dépense, mais parce que les taux réels, c'est-à-dire les taux d'intérêt moins l'inflation, sont souvent négatifs. Autrement dit, épargner fait perdre de la valeur. Alors, l'or revient, car le système ne récompense plus la prudence ni l'intelligence économique. Mais cette ruée vers l'or ne sauve personne. Elle signale un effondrement silencieux de la confiance. L'or est une valeur refuge depuis des millénaires. Tangible, rare, stable. Il rassure, surtout quand tout vacille. Mais derrière cette stabilité, une question se pose. L'or protège ? Mais que construit-il? Il ne génère ni innovation, ni infrastructure, ni savoir. Il ne finance ni l'éducation, ni la transition énergétique. Il conserve de la valeur, mais ne crée pas de valeur partagée. Dans les crises, ce sont souvent les élites qui s'y réfugient. L'or protège les patrimoines, pas les systèmes sociaux. Loin de l'image romantique, l'or agit surtout comme un outil défensif, un symbole de repli. Mais dans une période de bascule, la vraie question reste ouverte. Peut-on encore se contenter de se protéger sans reconstruire? À l'autre extrémité du spectre, une réponse plus technologique se profile. Les monnaies numériques de banque centrale, dit CBDC, comme l'euro numérique, par exemple, qui est en cours de déploiement. Officiellement, il s'agit de moderniser les paiements, renforcer la sécurité, faciliter l'inclusion financière. Mais au-delà de ces promesses, un autre enjeu émerge. Ces monnaies sont programmables. Je m'explique. Elles permettent en théorie de suivre chaque transaction, d'imposer des conditions d'usage et de rendre le cash obsolète, mettant fin à l'anonymat monétaire. Les monnaies numériques de banque centrale ne sont donc pas qu'un progrès technique. C'est aussi un outil de gouvernance monétaire codé dans l'infrastructure elle-même. Un pouvoir centralisé, automatisé, potentiellement intrusif. Un pas vers un système où les règles ne sont plus seulement politiques, mais exécutées par la machine sans débat. En avril 2024, Christine Lagarde, présidente de la BCE, Banque Centrale Européenne, le disait sans détour. Si vous voulez vraiment utiliser un euro numérique, ce n'est pas anonyme, il y aura un certain niveau de contrôle. A l'inverse, en janvier 2025, Donald Trump a signé un décret interdisant toute création ou promotion de monnaie numérique de banque centrale aux États-Unis. Une rupture nette avec la vision européenne, au nom de la défense de la souveraineté individuelle et monétaire. Les CBDC peuvent apporter des bénéfices, mais elles posent une question fondamentale. Peut-on encadrer un outil aussi puissant sans compromettre la liberté individuelle? Car une monnaie programmable n'est jamais neutre. Elle reflète une vision du monde, et le vrai enjeu ici est politique, pas seulement technique.
Ce qui se rapproche le plus d'une monnaie numérique de banque centrale aujourd'hui, ce sont les stablecoins. Des monnaies numériques adossées aux devises traditionnelles mais circulant sur des blockchains privées ou publiques. Ils reprennent les codes de la finance classique, en version numérisée. J'ai abordé plus en détail la distinction entre CBDC et stablecoin dans l'épisode 2 de Bloc à Bloc. Je vous invite à le consulter pour une analyse approfondie, car ici l'objectif est ailleurs. Ce n'est pas la continuité qui nous occupe, mais la bifurcation. Autour de ces outils, d'autres dynamiques émergent, comme le Web3, DAO, RWA, souveraineté numérique, qui explorent eux aussi une toute autre vision, celle d'une réappropriation décentralisée des outils monétaires, politiques et économiques. Et pour celles et ceux qui découvrent ces termes, pas d'inquiétude, je vais les clarifier dans la suite de l'épisode, car derrière ces notions parfois techniques se cache peut-être l'un des grands débats de demain. À qui appartiendra le numérique ? Et qui contrôlera l'infrastructure économique du XXIe siècle ? Derrière les mots-clés comme stablecoin, RWA, tokenisation, DAO, se trouve une même infrastructure, la blockchain. Une technologie neutre mais pas anodine. Elle rend possible la suppression des intermédiaires, la sécurisation des échanges et l'émergence d'une nouvelle forme de propriété numérique. Un outil puissant mais dont l'usage reste à définir. Avec le Web3, on va plus loin. On ne parle plus seulement de technologie, mais d'un changement d'architecture du pouvoir. Une vision d'un numérique où l'utilisateur reprend la main. Portefeuille personnel, identité souveraine, gouvernance partagée, organisation décentralisée. Un Internet plus ouvert, plus distribué, plus résilient. En rupture avec le Web 2.0 qu'on connaît aujourd'hui, dominé par des plateformes comme Amazon, Google ou Meta, anciennement Facebook. Mais l'innovation n'est pas une garantie de progrès, et la décentralisation n'est pas en soi une vertu. La tokenisation des actifs réels, immobiliers, fonciers, œuvres d'art, actions, promet efficacité, traçabilité et liquidité. Mais tokeniser, ce n'est pas transformer, c'est inscrire l'existant dans une nouvelle infrastructure, potentiellement plus inclusive ou plus spéculative. Car ce qui peut être tokenisé peut être fractionné, échangé, revendu. Et dans un monde sans limite, tout risque de devenir actif, donc marchandise. La question n'est pas pour ou contre la technologie, mais à quoi voulons-nous qu'elle serve ? Les stablecoins, eux, offrent une stabilité fonctionnelle dans un univers volatile, mais ils restent adossés aux monnaies fiat, avec leur fragilité et leur logique systémique. Ils prolongent l'existant sans nécessairement en corriger les défauts. Au cœur de ce nouvel écosystème, une tension traverse toutes les innovations. Numériser les actifs, oui, mais pour qui et pourquoi ? Pour mieux spéculer ou pour reconstruire les communs ? Pour concentrer les flux ou pour redonner de la souveraineté locale ? Il ne s'agit pas de condamner la technologie, mais d'ouvrir un espace critique, car derrière l'innovation, une logique persiste. Tout rendre liquide, fractionnable, monétisable. Même ce qui peut-être devrait rester commun, lent ou hors marché, comme l'eau, les soins, l'alimentation ou le temps qu'on partage. Ce n'est pas que nous manquons d'outils, c'est que trop souvent nous avançons sans cap partagé. Un monde qui valorise l'immédiat, la dette, la spéculation. Et si ces technologies n'étaient ni une solution ni une menace, mais une opportunité de repenser ensemble ce que nous voulons construire. Et si ce que nous vivons n'était pas une exception, mais une répétition ? De plus en plus d'analystes, d'historiens et même d'algorithmes convergent vers une même idée. Le monde n'évolue pas en ligne droite, mais en spirale. À chaque sommet succède une chute. À chaque progrès, une perte d'équilibre. Ce que nous appelons crise est peut-être simplement le symptôme d'une fin de cycle. Platon l'avait déjà pressenti. Les régimes naissent, prospèrent, dégénèrent et chutent. La démocratie elle aussi peut s'essouffler. Quand les excès s'accumulent, les élites se reproduisent, la cohésion s'érode et les institutions perdent en substance. Aujourd'hui, la cliodynamique, cette science des rythmes historiques, confirme cette intuition. Toute société traverse une phase d'ascension, d'apogée, puis de déclin. Le confort d'hier a généré une fragilité systémique. Les dettes explosent, la monnaie perd son sens, la société montre ses tensions, prise entre ses promesses et ses contradictions. Alors, chacun cherche une issue. Certains se replient sur l'or, d'autres misent sur les monnaies numériques des États, d'autres encore explorent de nouveaux outils, comme les stablecoins, la blockchain ou Web3. Mais la vraie question est peut-être ailleurs. Sommes-nous prêts à traverser ce cycle ? Non pas pour le subir, mais pour en faire un tremplin. Car reconnaître les cycles
c'est aussi admettre qu'ils ont un sens, pas un destin figé, mais une dynamique avec des passages, des seuils et des renaissances. On vit dans un monde qui cherche à tout résoudre par la technique, mais parfois il oublie l'essentiel, les tensions humaines, les équilibres fragiles et le temps qu'il faut pour qu'un monde change en profondeur. Dans ce contexte, la vision des cycles agit comme une bouffée d'oxygène. Elle redonne du sens à ce que l'on traverse, non comme une fin, mais comme une transformation, une métamorphose, qui pourrait, si on le décide, ouvrir la voie à un renouveau. Nous faisons partie d'un rythme plus vaste que nous. Naissance, apogée, mutation, transmission. Ces cycles ne concernent pas que les individus, mais aussi les sociétés. Et dans ce souffle plus grand que nos existences immédiates, il y a peut-être une promesse discrète. Rien ne dure, mais rien n'est perdu, tant qu'on choisit de reconstruire.